20 mars. Donc, je reprends la thématique du confinement et de la claustration. En tout cas, le fait de rester dans un espace assez réduit. Alors tout de suite, je profite évidemment de cette allusion à l'espace confiné pour parler de l'espace mental. Beaucoup de gens proposent des choses, on voit de toutes sortes. Des fois des appels à une sorte d'entraide universelle. C'est mélangeant. On peut voir que là, ce sont, cet appel, bien entendu, qui serait contre l'entraide comme valeur suprême. L'histoire, c'est qu'on la pratique déjà, l'entraide. L'espèce non pratique de l'entraide, selon différentes modalités, il y a une circulation. L'entraide, c'est la circulation. C'est en fait la correspondance des intérêts. Il y a énormément de choses à dire sur cette correspondance des intérêts immédiats, ou plutôt à venir. Il y a un investissement dans le rapport qu'on a à l'autre, il y a un investissement à court et à long terme. Quelquefois, nous recueillons les bénéfices quelque part d'un acte envers l'autre, d'une contribution que quelque temps après. Et en plus, les retours sont de nature très différente. Ça peut être uniquement au niveau de l'écoute, au niveau de la qualité de la présence, simplement quelqu'un qui vous aide par son être, par sa façon de il vous aide à mieux préciser vos propos, à mieux voir un peu les implications de ce que vous allez peut-être faire. Il y a un chemin, et tout ce qui est à construire tous les jours, un chemin ou un cheminement, et donc tous ceux qui peuvent nous aider à construire le chemin le plus sûr, et peut-être le chemin qui nous convient. Par exemple, quelques-uns sont pour des cheminements tortueux, pour des cheminements avec des épreuves, et certains sont pour des cheminements tout à fait sûrs, et voilà. Donc, pour moi, le cheminement est aussi important que le fait d'arriver à destination. Arriver à destination, c'est un peu la mort, c'est un peu la fin. La métaphore avec le chemin est un peu une métaphore un peu évidente. Je me suis un peu éloigné du sujet, donc quelque part, on voit l'espace mental. L'espace mental, la capacité de réception et finalement le degré d'adaptation et la spécificité de la réaction. Il y a des gens qui continuent de réagir à ce qui est en train de se produire, finalement en faisant appel à une sorte d'automatisme qui n'aurait personne, à un schéma qu'ils appliquent sur tout le monde. Alors, évidemment, on voit émerger la notion des bons et des mauvais, finalement des croyants et des non-incroyants, et des incroyants. Alors, si moi je crois dans la doxa actuelle, c'est que je suis un bon, que je suis quelqu'un de moralement, comment dire, voilà, qui pense aux autres. Voilà, l'idée qui a la valeur suprême, c'est d'avoir une pensée sur les autres, par rapport aux autres, pour essayer de les protéger. Protéger de quoi exactement? Je pense à l'autre, je reste chez moi pour ne pas... En fait, l'idée, c'est, vous avez des microbes, gardez vos microbes pour vous.
C'est toujours dans cette un peu ambigu, cette injonction. Alors, moi j'avais trouvé finalement, puisque j'étais un peu bloqué à un moment donné, je voulais changer le terme d'injonction. Pourquoi rester chez vous? Pourquoi ça s'adresse à quelqu'un? Pourquoi ça ne devrait pas s'adresser à tous? Restez chez vous, c'est restons chez nous, tous. Moi inclus, restons chez nous. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Le temps nous le dira. En tout cas, c'est une réaction devant un danger. Il y a une sorte de fuite, la fuite en arrière, fuite de repli. Voilà, c'est un geste et c'est un acte de repli. Est-ce que c'est toujours, encore une fois, le meilleur acte? On n'en sait rien. En tout cas, on exerce un repli. On exécute un repli. Et donc, restons chez nous. Restons chez nous. Voilà, donc plutôt que de rester chez vous. Vous, toujours le vous. Alors, beaucoup de gens sont prêts à laisser des anathèmes de toutes sortes. Alors, il y a les ignorants, la catégorie des ignorants, la catégorie des sachants, la catégorie de ceux qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune, ça veut dire, qui n'ont aucun souci, qui n'auraient aucun souci pour les autres, qui ne penseraient qu'à eux. Voilà, donc les ignorants, c'est la catégorie, évidemment, la plus abjecte. Voilà, les ignorants. Voilà les gens dont il faut presque, alors comme des mineurs, ce seraient des mineurs au niveau capacité à comprendre ce qui se passe. Ce sont là des gens déficients, en déficience de compréhension et de conscientisation. Donc il faut leur enlever leur qualité de citoyen, il faut leur dégrader leur citoyenneté et finalement les priver de leur finalement d'une certaine dose de libre arbitre, parce qu'ils ne sont pas dignes de jouir du libre arbitre. Voilà, c'est du tout liberté. Pas de liberté pour les ignorants. Là, on est encore, voilà où c'est conduit. Alors, quelqu'un qui considère les êtres humains et les autres, pas lui, évidemment, lui, il est hors de ce jugement. Donc, comme des insectes, voilà, qui réduit l'être humain à l'insecte, c'est pas que je considère l'insecte comme quelque chose de bas. Au contraire, l'insecte est utile dans la biodiversité, comme on dit aujourd'hui. L'insecte a autant de droit à l'existence qu'un mammifère, etc., qu'un mammifère humain. L'échelle de valeur ne s'applique pas. Les mêmes droits pour tous. Tous sont des sujets. Que ce soit insectes, animaux, plantes, même au niveau des pierres. Pourquoi finalement porter atteinte à l'intégrité d'une pierre? On peut considérer que les pierres ont peut-être une conscience. Alors, voilà, un titre comme ça. Les pierres ont aussi une conscience. Les pierres sont aussi des sujets de droit. Voilà, c'est ça. Sortir des cadres mentaux. Alors, il y a des gens, voilà, j'ai des exemples, alors je m'appuie, je suis désolé, j'emprunte, j'utilise le canal d'un réseau social que vous connaissez tous, et voilà, je me promène. C'est une situation un peu, comment dire, bon, c'est facile de faire ça. Je regarde des gens qui sont en train de considérer que les autres sont voilà, donc, évidemment, on trouve, c'est pas le virus qui circule, ce sont les gens qui le font circuler, alors c'est évidemment la chose le plus, évidemment, que tout le monde. Après, on trouve, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des gens simplement, il y a toutes sortes de choses. Alors, on dirait que les gens, en fait, finalement,
ils ont sauté sur l'occasion pour laisser libre cours à ce qu'ils ont de plus récurrent. Moi, je comprends. Moi, j'agis en être responsable. Et ce sont toujours les autres qui n'agissent pas. S'il y a une faute à rejeter, c'est toujours sur l'autre. Alors, voilà, dans ce mur, on est toujours à s'encenser. Donc, c'est le mur à nos gloires. Ce sont les murs à nos gloires. Et jamais les murs de nos doutes. Je mets sur mon mur, je mets les éléments de mon doute. Un doute nécessaire, indispensable, vital. Si quelque chose doit servir à la crise actuelle, c'est la valeur doute. C'est la capacité que nous avons tous de pouvoir douter. Le doute est salvateur. Douter même quand les choses nous sont présentées de façon, comment dire, on doit douter. Un doute raisonnable et même un doute déraisonnable. Pourquoi pas? Douter. On n'est pas là dans quelque chose de fixe. Et surtout, l'évolution des choses nous apprend que finalement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de conseil, comment dire, qui soit efficace à 100%. Toutes les actions sont relatives. Soit elles arrivent trop tard, pour empêcher l'avènement de la catastrophe, soit finalement ils ne font que retarder l'avènement de la catastrophe. Or, évidemment, on sait, avec des tas d'éléments matériels que je pourrais citer, que j'ai cité dans un échange téléphonique, dont ça me fatiguerait de répéter, en tout cas, simplement. Il y a l'espace mental, l'encagement mental. Finalement la prison mentale qui est la nôtre. Alors on essaie de la détruire. Des gens sont adeptes. Alors j'ai entendu hier un rabbi donc, qui parlait. Évidemment, même rabbi, je ne sais pas, il faudrait se lever le matin et dire finalement je suis prisonnier de moi-même et de mes certitudes et finalement de ma façon de voir le monde. Voyons ce que je pourrais enlever. C'est un long travail. Qu'est-ce que je pourrais enlever à ma prison? Qu'est-ce que je pourrais enlever? Alors, il faut s'attaquer à cette prison en sachant qu'elle est solide, qu'elle est finalement à l'épreuve de tout ce qu'on pourrait essayer de faire pour la faire tomber. Donc c'est une œuvre de nos vies. Notre vie, quelque part, il faudrait plus de vie pour déconstruire, pour abattre cette prison. Mais on peut essayer quand même finalement de faire des trous pour respirer, pour voir la lumière. Je respire un air nouveau. Je vois un paysage nouveau, j'accède au niveau de la vision, au niveau de la vie, donc au niveau de l'ouïe, de l'écoute, de l'entendement. Donc, même si je ne peux pas abattre l'intégralité de ma prison, ben j'ai fait des trous. Je fais en sorte qu'elle me permette quand même d'accéder à ce qui passe ailleurs, hors de ma prison, hors de moi-même. C'est la guerre contre les certitudes. Bien entendu, il y a des certitudes collectives, appelées loi, appelées consensus, appelées évidemment quelque part la loi de la majorité, tout ça. On sait que là, c'est un cadre qui est censé être un cadre qui valable pour tous, etc. Un code, presque un dogme. C'est comme ça. Ça, on peut l'abattre, on peut y faire des brèches d'une autre manière. Là, il s'agit, quand on est contre un ordre existant, on essaie de l'abattre, ou on essaie de l'amender, de faire produire des changements. En tout cas, soit il n'y a pas finalement
quand il s'agit de soi, il n'y a pas autant de vigilance, il n'y a pas autant de conscience, justement. On n'est pas conscient que l'on est enfermé dans une vision, dans une lecture et dans un rapport particulier au monde. Alors donc je saute un mur qui n'apparaît pas très parlant. Il n'y a pas beaucoup de... La personne ne s'est pas vraiment impliquée, elle n'est pas très réactive, même si c'est une personne qui est très intéressante d'une certaine façon, parce qu'elle trace toujours des frontières. Les frontières. Partout, chaque fois qu'elle en a la possibilité, elle construit une distance entre elle et le reste du monde. Alors c'est les élus. Elle, c'est la personne élue, et le reste, c'est finalement les personnes réprouvées qui n'auront pas droit au salut éternel, etc. Les damnés. Les damnés, donc il y a elle, les élus, et il y a les damnés. Donc spécialement, ça nous apprend beaucoup de choses, donc au-delà de ce qui se passe actuellement. Donc, finalement, comment casser les codes, comment finalement mettre en panne ce processus finalement de reproduction d'humaine, reproduction de l'identique, ne serait-ce qu'au niveau. C'est ce confort intellectuel, ce confort que l'on a dans notre rapport au monde. On n'aime pas bouleverser une certitude, on n'aime pas finalement subir des inversions. Voilà donc ce qui se passe actuellement, voilà c'est l'inversion. Alors j'en ai déjà parlé, au niveau de l'inversion, des ordres et des priorités. Avant, c'était pas une injonction. Participer à la vie de la cité, c'était pas une injonction. Bien sûr, toujours la société a essayé de maintenir un certain nombre de gens chez eux, parce que si tout le monde sortait, toujours des problèmes de maintien de l'ordre, etc. On n'aime pas que toute la population de la cité se retrouve dehors. Des gens, oui, finalement, chacun son tour. Voilà, 10%, 5%, 15%, ça dépend des moments. Et donc, voilà, c'est supportable. Après, si... voilà. Donc, il y a une injonction un peu particulière. Il ne faut pas se refermer, il faut participer, ne serait-ce qu'aux rituels collectifs que sont, par exemple, les votes, et même les mobilisations. Même quand il s'agit de se mobiliser pour une cause, même pour s'opposer dans les jeux de ce qu'on appelle la démocratie, et finalement on demande à ce qu'on soit aussi dans l'opposition et dans le refus. C'est la santé et la pérennité du système qui est en jeu. Un système politique dans lequel la population ne réagit pas au changement, ne réagit pas aux lois qui sont proposées, finalement c'est problématique. Parce qu'on pourrait dire que c'est une population finalement apathique, c'est une population désintéressée, c'est une population absente, c'est une population qui ne se sent pas concernée. L'opposition, le fait d'aller s'opposer, montre que la population est présente. Elle participe de l'opération finalement de la fabrication des lois, de la fabrication du changement. On imagine que voilà, il faut créer les conditions d'une réaction hostile, un peu comme ces feux que l'on allume pour éviter des incendies non contrôlés. On va gérer une tension en lui permettant
de pouvoir se produire, se dérouler pendant un certain temps. Comme ça, on pourra la maîtriser au lieu de devoir comme ça réagir à une situation comme ça qui émergerait sans signe précurseur, sans avertissement, et là on est devant une chose ingérable. Voilà, donc gérer même le désordre. Alors voilà, un désordre géré, contrôlé, et on le laisse finalement se produire et se dérouler jusqu'à la fin, jusqu'à épuisement. Épuisement, alors donc des termes pour dire, bon, il y a quelqu'un qui lui dit qu'il faut savoir arrêter les grèves. Il y a le pourrissement. On appelle ça la phase de pourrissement. À un moment donné, l'affaiblissement de la mobilisation et finalement l'extinction de la mobilisation du fait qu'elle a atteint ses limites. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, mais je ne prononce pas. En tout cas, ce sont des évidences. Ce ne sont rien d'exceptionnel, ce sont des évidences. Après, je passe à quelqu'un qui a dans une sorte de présence particulière, présence qui a caractère de singularité, un rapport au monde qui est a priori singulier de plein d'endroits. Mais finalement, c'est peut-être il y a la volonté d'inventer un nouveau rapport au monde, presque de mettre en lumière une sensibilité particulière, d'émerger en tant qu'être, non pas unique, mais un être qui apporte quelque chose au monde, qui éclaire le monde d'une nouvelle lumière, et pourquoi pas, nous n'avons pas assez d'esprit, assez d'être éclairé, d'être innovateur, des choses comme ça. On a toujours besoin d'un nouvel éclairage. On ne refuse pas les éclaireurs quand ils sont donc les éclaireurs, c'est la fonction de sorte de précurseurs, de gens qui vont nous apprendre, qui vont au-devant de l'inconnu, au-devant de ce qui n'est pour l'instant qu'une hypothèse, qu'une possibilité. Ils vont aller se renseigner et puis finalement nous rapporter ce qu'ils ont éprouvé, appris, ressenti, etc. Voilà les êtres éclaireurs. Après donc on se retrouve avec des gens qui ne sont pas si éclaireurs que ça, puisque l'occasion de ces murs révèle qu'ils sont quand même, ils s'inscrivent quand même dans une sorte d'imaginaire. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce terme, c'est un terme qui s'est substitué totalement au mot imagination. Ah, j'essaie de faire attention à employer le mot imaginaire dans un sens, le sens que je trouve le bon sens. Alors donc, imaginaire, comme culture, on utilisait le terme de culture pour ne pas parler d'imaginaire. La culture, tout simplement. La culture. Alors, elle inclut tout imaginaire, pas imaginaire, la culture. Donc le mot imaginaire a pris la place du mot culture, par exemple. La culture, on ne dit pas la culture collective, mais la culture de l'époque, la culture des gens, la culture ambiante, la culture dominante, des choses comme ça. On ne peut pas dire l'imaginaire dominant. Alors que dans la culture, on pouvait effectivement désigner une culture dominante. L'imaginaire, c'est presque, on dirait, l'imaginaire, c'est presque quelque chose qu'on ne peut pas critiquer. Tandis que la culture, on pouvait la critiquer. L'imaginaire, c'est un ensemble de représentations, un peu qui sont presque, pas neutres, mais comment critiquer, comment aborder l'imaginaire.
voilà, on retrouve des éléments de la culture de notre époque, et voilà, avec ces références multiples, mais classiques les références, rien d'extraordinaire, des gens qui ont un rapport avec le corps, voilà, le corps libéré, le corps qui s'épanouit, le corps qui s'exprime dans diverses positions, dans presque diverses formes d'expression. Le corps libéré, le corps sensible, le corps interagissant, le corps communicant, le corps participant, le corps dans diverses positions, le corps approchant, le corps s'éloignant, le corps proche, le corps lointain, le corps distant, le corps fusionnant, le corps voilà. Et il y a quelque part, quelquefois, ça revient à la mode pendant un moment, quelque chose qui vient de loin, qui vient d'aires géographiques lointaines, et qui vient de périodes assez éloignées, mais qui, ces choses-là, ont traversé le temps. Alors on va voir la France vient d'assez loin, qui continue d'ailleurs, qui n'a pas disparu, mais en même temps, c'est une survivance des temps anciens. La France, en tant qu'élément de communication, en tant que moyen de communication avec justement avec l'invisible, avec l'imagie, avec le monde imaginaire, avec le monde au-delà des apparences, au-delà de la matière, quelque chose, comment accéder finalement au monde de l'insubstantiel, au monde pas d'autre moyen, à part peut-être, alors on pourrait parler des états de conscience modifiés, etc. Là, la France nous permet ça. Donc on n'est pas dans la France, on est dans des expressions assez quelconques. Alors, je vois arriver, évidemment, quand on met un arbre, un amandier aux fleurs, ça ne fait pas spécialement, mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on met finalement à l'honneur un arbre seul dans son coin. Je ne sais pas, je ne vais pas l'imaginer, mais l'arbre seul, il doit peut-être s'embêter, il doit se sentir seul, il doit souffrir. Un arbre, peut-être qu'il a besoin d'avoir une présence à ses côtés, une présence de ses semblables, une présence d'une espèce différente, mais qui quand même de l'ordre du végétal. J'en sais rien. En tout cas là, il s'agit... il y a des choses qui sont parlantes qui ne sont pas parlantes. Elle ne s'exprime que dans un très peu de registres. On ne peut pas les faire parler s'exprimer sur une grande variété de registres. C'est vrai, la chose, le passage du temps, le passage des saisons, l'alternance, les différences de temporalité, finalement cette fixité, et presque cette immobilité qui n'en est pas une, le mouvement à l'arrêt, mais un mouvement qui se produit tout de même si la chose nous apparaît finalement fixée à un support, et finalement ce n'est pas si fixé que ça. D'une certaine façon, on imaginait, j'aimerais pas être à la place d'un arbre parce que je serais prisonnier de mon support. Je ne pourrais pas. Qu'est-ce qui dit que l'arbre ne voyage pas? Il ne se déplace pas. Donc nous-mêmes, si on regarde la globalité si on fait la synthèse du déplacement, on verra qu'on se déplace un peu dans le même, dans un périmètre assez régulier, qu'en fait on est fixé. Un lieu fixé à nous demeure, et donc le mot demeurer.
aujourd'hui, on est de façon un peu plus appuyée, mais on est fixé. On fait des allers-retours, mais en restant toujours dans une sorte de périmètre assez peu, voilà. Donc on va voir des choses spécialement. Donc qu'est-ce que j'avais vu? Le monde est devenu un monde qui se télescope. Mais après, qu'est-ce qu'on reçoit de ce télescopage? Est-ce que ce télescopage, aujourd'hui, on parle en termes de bilan carbone, etc., pour dire qu'il faut un peu réduire les déplacements. Mais la question, c'est quand on se déplace, est-ce qu'on est... c'est après quoi l'on court? Et finalement, qu'est-ce qui justifie le déplacement? Est-ce que finalement, le déplacement n'est pas, comme on dit, déplacer le problème? Est-ce que le déplacement n'est en fait que l'expression d'une sorte de non-satisfaction par rapport à l'endroit où l'on demeure habituellement? C'est fuir finalement sa propre vie, son propre, on va dire, quotidien, son propre univers. Cette fuite ne peut pas être une fuite permanente. À un moment donné, il faut revenir une fois pour toutes. Alors, c'est pas la peine de rentrer dans un développement sur les méfaits du tourisme et finalement ce qu'on appelle le tourisme et finalement l'excès de déplacement, l'excès de mouvement, finalement j'aime dire le dévoiement même de la notion de voyage, la notion de rencontre, voilà, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, mais qui était réservé plutôt à des intermédiaires, à la catégorie des marchands, à la catégorie des commerçants. Mais la plupart des gens, finalement, n'étaient pas obligés de rester dans leur lieu de naissance. Ils y grandissaient, et puis ils y mouraient, ils faisaient leur vie, et finalement, ils appartenaient à un lieu dit. Alors, quelquefois, ils portaient même le nom du lieu, alors c'est du puits. Voilà, la personne qui se trouve à côté du puits, peut-être on peut rajouter un nom pour différencier un puits d'un autre, le puits qui est près de l'arbre, et le puits qui est près de... je sais pas, on pourrait dire. Il y a plein de choses comme ça. Donc le déplacement en lui-même, ce n'est pas une fin en soi. Donc, on voit qu'il n'y a pas, finalement, le mur, il sert finalement à donner un aperçu sur soi, et quelquefois un aperçu involontaire, inconscient presque, échappe au contrôle, quelquefois on peut dénicher de petites choses. Mais après, c'est soit on est déjà alourdi par l'idée qu'on se fait de soi-même. C'est pas la peine d'amplifier ce sentiment finalement sentiment d'expansion du moi. Moi, je souffre d'être moi, d'être limité à moi-même, d'être confiné avec moi-même. Je veux pouvoir m'échapper le plus possible de cette situation. Et si j'avais la possibilité, je passerais d'un corps à un autre. Parce que ce corps-là, je passerais d'un esprit à un autre. Bon, évidemment, ce n'est pas possible, parce que je risque de perdre des éléments de mon identité subjective, mais c'est pas grave. Même mon identité subjective, je suis prêt à l'abandonner. Ce n'est finalement. Et moi, je ne suis moi que parce que je suis obligé de le rester. C'est pas par choix, c'est par contrainte. Parce que voilà, je vois quelqu'un qui dit je suis moi le centre. Je suis
c'est moi finalement ma référence, et cette référence, je m'auto-référence, et je pérennise ce sentiment, et je pérennise ce rapport, je ne peux pas dire pathologique, mais ce rapport un peu poussé, un peu à soi. Donc je laisse tomber ce mur, il ne m'a pas assez apporté d'éléments. Après, on peut passer d'un mur à un autre. Simplement, il y a... pourquoi les murs? Parce que à l'occasion des événements en cours, beaucoup de gens se sont réfugiés un peu, ont alimenté leur mur de nouvelles expressions. Alors, je ne sais pas s'il y a une compétition, il est possible qu'elle existe, qu'elle soit réelle. En tout cas, pour essayer d'être le plus innovant, le plus créatif, le plus appâtant, le plus séduisant. Donc il y a une... Voilà, donc c'est pas spécialement sortir de soi, quitter son moi originel, son moi de toujours, parce qu'on n'a pas le choix. Si on reste entre soi et soi, comme on dit, l'entre-soi, on est condamné à tourner en rond. Même si on s'alimente en mots, on s'alimente en impression, à un moment donné, voilà peut-être la spécificité de l'être humain, c'est pas de constituer des groupes élargis, c'est d'avoir accès à quelque chose qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas par rapport à l'information, par rapport à la stimulation, par rapport peut-être à ces choses-là qui ne sont pas faciles à définir, et qui sont de l'ordre de la capacité de l'autre à vous faire voyager, à vous faire vous évader de vous-même. Cet instant, il devient un instant unique, parce que la personne qui est à côté de moi, elle me fait voyager, elle me transporte ailleurs. C'est vrai, concrètement. On est là, on est deux, mais voilà cette personne par sa présence, par sa simple présence, elle me permet de rejoindre une partie peut-être de mon monde que j'ai oublié, à laquelle je ne pensais plus. Après moi, je fais le mien, je peux être plus que dans le mien. Voilà un moment où je fais la paix avec moi-même, je fais la paix avec quelqu'un. J'ai besoin continuellement et de façon très d'être alimenté, en permanence alimenté par les apports. Alors une source, il faut qu'elle soit alimentée. Alors il est possible qu'elle s'alimente de plusieurs finalement, c'est une émergence, mais qui a besoin d'être alimentée par plusieurs affluents, par plusieurs apports multiples. À la fin, ça permet d'avoir une sorte d'équilibre, d'atteindre un point d'expression assez continu et intéressant pour autrui, nourrissant pour autrui. Donc, on est là et la capacité que nous avons, je pense à notre livre, la capacité que nous avons, je ne sais pas, il y a des gens, alors j'ai entendu tout à l'heure le terme dans une fiction, le terme de l'admonestation. C'est vrai que le mot admonestation, c'est un mot qui m'intéresse. Évidemment, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'admonestation. Alors il y a le mot adresse, et puis il y a le mot admonestation. Je voulais faire une sorte d'adresse à des gens, pour moi, qui m'avaient abandonné. Une adresse, une sorte de discours envoyé, une parole envoyée à des gens. Et donc l'admonestation, c'est la chose qui est de l'ordre de, finalement, d'envoyer une sorte un discours de reproche, un discours d'avertissement, et un discours en même temps, il y a une sorte
admonester, c'est d'une certaine façon essayer de faire apparaître à l'autre, de faire prendre conscience d'une conduite, finalement, d'une conduite pas tolérable, admonester par rapport à une sorte d'écart. Écart de langage, écart de conduite, écart de tout ça. Ainsi comment je vois l'administration. Ça m'intéresse, le mot administration, même si peut-être que je ne l'utilise pas exactement dans son acceptation courante. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Après, j'ai entendu donc, dans la bouche, dans les mains de quelqu'un, parce que là, moi j'écris avec la bouche, donc d'autres écrivent avec la main, avec le doigt. Et donc là, le mot indécence. Voici un terme intéressant. Indécent. En quoi une chose est-elle indécente? La décence, finalement, notre époque, c'est tout sauf la décence. Tout sauf la décence. Être dans l'indécence, justement. C'est une valeur intéressante quand même. Parce que, de toute façon, on n'échappe pas à l'accusation ou à la qualification d'indécence. C'est pas, on n'échappe pas. Parce qu'on tiendrait un discours indécent. On tiendrait un discours blessant. On tiendrait un discours impoli, des choses comme ça. L'indécence, c'est un manque de politesse, un manque de bonne manière, etc. Mais finalement, oui, c'est le devoir, là aussi, le devoir de douter, le devoir de désobéir et le devoir d'être contre. Peut-être pour le simple plaisir d'être contre. Rien d'autre. Être dans le refus. C'est simplement dans l'opposition. Quelquefois, il y a des êtres qui adoptent une sorte leur réaction, c'est d'être dans l'opposition. Et jamais d'être dans la correspondance. C'est des anticonformistes, j'allais dire, sans équivalence permanent. Donc l'indécence, c'est une sorte d'anticonformisme. Et l'indécence, c'est pas parce que l'autre va juger ma conduite indécente qu'elle ne sera pour autant. Et que finalement, un être qui a accès interne, qui n'utilise jamais, qui ne s'applique pas à lui-même. Voilà, commençons toujours par regarder, par faire un tour, un examen de soi, par l'examen de conscience, un examen. Voilà un être auquel je me suis adressé en me disant que je suis en train de mourir. Un résumé, une parole comme ça, c'est vrai. La vérité, c'est que la mort, évidemment, lui aussi, il est en train de mourir. Nous mourons par petits bouts. Nous mourons, j'ai déjà développé ça dans le précédent, la précédente prise de parole de composition. C'est pas, ça peut être uniquement sur un plan métaphorique. Et après, le plan métaphorique peut rejoindre le plan réel. Quelquefois, une sorte de... On a peur de jouer avec la mort, justement. De trop en parler, de trop la convoquer, même de façon indirecte, ou de façon, j'allais dire, abstraite, ou de façon... la mort, c'est sérieux. Donc, j'ai dit, je suis en train de mourir, je meurs, je me meurs. Mais spécialement, ça n'a fait rien, il n'y a pas eu de réaction. Il y a une réaction très, très basique, mais il y a des structures de soins, mais il y a ceci, il y a ceci. Non, rien, la personne n'a rien saisi. Donc on appelle au secours, une détresse. C'est pas une détresse physique, ou alors c'est les deux en même temps, c'est une détresse psychique. Je suis devant l'absence, je suis devant finalement l'irrésolvable, je suis devant des murs, je suis bloqué, je suis cerné par les murs, je suis cerné par des impossibilités, par je ne peux plus je ne peux plus m'appartenir, je suis devenu un jouet, le jouet de la destinée, etc. Je suis dans un moment très difficile. Et comment
comment présenter cela à quelqu'un qui n'a jamais le temps, qui passe d'une personne à une autre, qui a un comportement totalement indécent et totalement inacceptable. Parce que vous lui parlez, et déjà, il est passé à quelqu'un d'autre. Alors on devait être dans le résumé, dans la contraction. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Dans quel est mon état? Je me meurs. Ça veut tout dire. Voilà, c'est le corps, c'est le titre, et en même temps c'est le corps de ce que je pourrais dire. C'est résumé. C'est vraiment, j'ai trouvé une expression très. C'était là aussi dans le sens que je voulais envoyer un message qui ne se perd pas. Évidemment, pas s'adresser de la même façon que tout le monde. Voilà. Quelque chose de percutant et quelque chose de frappant. Et quand on parle de sa propre mort à quelqu'un, on réveille sa propre angoisse par rapport à sa propre mort et par rapport à ses morts à lui. Donc, on trouve là un moyen d'atteindre l'autre. Et là aussi, il peut y avoir une sorte de volonté de nuire, évidemment faible, au niveau d'hypothèse, c'est possible, je surtraduis, mais en tout cas, de vouloir réveiller la tristesse et le sentiment d'impuissance en l'autre. Moi, je suis dans l'impuissance, et toi aussi. Je vais réveiller ce sentiment d'impuissance, et ce sentiment de désespoir infini. Voilà, tu es en permanence en deuil. Moi, je suis en deuil, toi aussi, tu es en deuil. Même si tu ne m'en parles pas, même si tu fais celui qui t'importe, et qui finalement, sur qui les choses n'ont pas prise. Non, je vois. Donc, un mot, une phrase qui contient beaucoup de messages, évidemment, de messages qui ne se révèlent qu'au fur et à mesure. Il y a une chose à dire pour continuer d'exister dans la pensée et de l'autre pendant longtemps, en écho, comme un écho. Qui dit Kalmout, c'est plus facile, ça passe mieux. Kalmout. Alors ça va, Kalmout. Et c'est fini, c'est réglé. Kalmout. La mort, un mot. On sait très bien la proximité entre mat, un mot, matador, etc. Donc, la mort. Je suis atteint par la mort. Il faudrait en rire. Une réaction un peu contradictoire, une réaction inappropriée, mais qui l'aborde. Voilà, l'indécence, c'est la chose inappropriée. Mais justement, faisons dans l'inapproprié, faisons dans l'indécence, faisons dans les choses totalement inattendues, déstabilisant l'autre. Mais je disais, dans le confinement, etc., je disais que moi, évidemment, si je commence à parler, évidemment, il y a presque des phrases clés, des phrases types, il y a une sorte de rapport très physique avec le réel. On ne peut pas s'extraire du réel. Je disais, qui va fictionner ce qui est en train de se passer, qui va pouvoir prendre de la distance. Bon, j'ai pas lu la peste de Camus, bon, d'accord, peut-être je l'ai juste feuilleté, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'en est rien resté. Donc, il est évident qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, j'avais essayé de lire l'œuvre de la création de Marquez, comment on appelle ça, l'amour au temps du choléra ou des choses comme ça. On peut, mais ça a été fait sur autre chose. L'époque actuelle, on produira peut-être un travail comme ça. La personne à laquelle qui a réveillé un peu cette réaction un peu longue, c'est une personne qui a écrit un ouvrage récemment. Et donc, la personne qui a lu, que je suis en train de décortiquer maintenant, elle est, je ne sais pas, ça m'a frappé, le mot indécence. Le mot indécence, qui est moralement, finalement en droit légitime pour s'adresser à l'autre en l'accusant
d'indécence. Voilà, déjà, on est dans l'accusation, et bientôt on va être dans l'anathème et dans la crucifixion et dans la mise au banc de la société de certaines personnes de par leurs propos, leur comportement ou leurs pensées ou leur insubordination, ne serait-ce qu'au niveau des mots. Finalement, leur caractère un peu insoumis. Voilà, on peut revoir, alors c'est marrant parce que Mélenchon, l'insoumis, qui parle en termes de soumission. Et ça, soumission aux lois, soumission à l'instant, soumission aux épreuves du moment. Voilà, soumettons-nous collectivement à une sorte, quelque part, au lieu de faire un peu quand même, de jouer une sorte le rôle de vigilant. Il ne faut pas profiter de l'occasion pour faire passer des lois contre la liberté, des lois. Donc, il faut faire attention. Pas les pleins pouvoirs du gouvernement, malgré la gravité de la situation. Pas les pleins pouvoirs. Simplement, on est, malgré tout, on doit être vigilant, on doit jouer le rôle de contre-pouvoir. Alors, il y a le rôle de contre-pouvoir. Après, on fait appel à des notions très vagues. L'entraide. L'entraide, c'est quoi? L'entraide, c'est mineur. Quand on voit que finalement, qu'est-ce qui pourrait l'entraide, on la confie aux institutions. Il y a des gens qui sont là pour ça. Resto bébé, resto pour les nécessités, douche pour ceci, cela. C'est les institutions. Alors qu'ils soient gouvernementaux ou pas, c'est toujours, on confie cela, on donne un peu d'argent peut-être, et après, on s'en lave les mains. Donc l'entraide, comme un principe, j'allais dire, directeur, mondial, universel, c'est pas prêt de se produire. Au contraire, on pourrait voir l'émergence de comportements totalement, finalement, oubliés. Donc, j'ai retrouvé le terme dont j'avais besoin avant pour parler de calamités naturelles de toutes sortes, donc les épidémies et les calamités naturelles. Et il peut y avoir une sorte de panique. Alors, les gens commencent finalement à manquer de denrées alimentaires. Et on va voir émerger des comportements de prédation et de comportements d'atteinte finalement au bien et à l'intégrité d'autrui. C'est une hypothèse qu'on n'aimerait pas finalement voir. C'est une possibilité que l'on aimerait que ce soit pas réalité, mais c'est pas parce que on n'est pas dans l'ordre du souhait. Quand même, on est dans le souhait, parce qu'on ne trouve rien, on souhaite le moins d'impact possible, le moins de dégâts possible, à tous les plans. Alors voilà donc spécialement une personne qui est encensée par le milieu littéraire qui reçoit cette qualification d'indécence comme ça. Elle se réveille le matin et puis elle prend conscience. Aïe, j'ai été qualifié, j'ai été accusé d'indécence. Fondamentalement, vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment un travail de récit, de mode de rapporter ce que vous faites. Vous êtes là, vous êtes chez vous, vous regardez, moi, je suis chez moi, et moi je suis l'être, un des êtres, le plus chanceux au monde, dans le sens évidemment, dans le sens deuxième degré, puisque je suis habitué à l'isolement, un être qui vit en isolement, coupé du reste du monde depuis longtemps. Évidemment, ceux qui font le lien avec moi et le monde, ce sont les plantes, le monde à 6 ans, et ce sont surtout les oiseaux, les moineaux domestiques qui font le lien toute l'année. Et puis maintenant, je vois arriver le nouveau, le rouge-queue ou le rouge-gorge, je ne sais plus, je dirais le rouge-queue. En tout cas, un passereau qui n'est pas de la famille des moineaux, ce passereau-là, il vient, il commence à venir. Soit il est en train de couver, soit il a déjà des petits,
En tout cas, c'est j'aide par des morceaux de noix déjà coupés en petits, évidemment pour le bec du rouge-queue, en imaginant que, parce que de toute façon pour les maisons charbonnières, ça ne pose pas de problème. Ils sont capables de décortiquer les morceaux de noix sans problème. Et par contre, ils utilisent leur pâte, justement le grip de leur pâte, c'est un usage que l'on voit, je ne vois pas chez les autres oiseaux, de mon entourage. Après, j'attends toujours l'arrivée de mes enfants. Voilà comment mon rapport avec le monde est basé sur ça. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Voilà, donc finalement, la personne qui se réveille, voilà quelqu'un que j'ai connu qui avait acheté un jasmin, un plant de jasmin. Et puis je l'ai vu finalement au début. Il a installé le plant de jasmin, il a fait une sorte de trait, sur le terme bon, de trébu plutôt. Et le jasmin s'est développé au fil des ans et est devenu énorme. Donc, une grande partie finalement du rapport que cette personne a avec le monde, c'est à travers ce jasmin, quand il fleurit, etc. Les odeurs, et puis les soins qu'il doit apporter à ce jasmin. Donc si la personne en question parle du camélia en fleurs, c'est normal. C'est normal de parler de ce qui se passe dans son environnement, et surtout par rapport aux choses qui changent. Parce que chez moi, il y a des arbustes ou des arbres qui sont petits, mais qui sont en train, les feuilles sont en train de s'ouvrir. Voilà, donc je suis ça de près. Je constate, voilà, donc le changement de saison, et je vais voir, et je vais suivre de très près cela, je vais voir, voilà, les feuilles, les jeunes feuilles, l'opération s'est bien passée, etc., la montée en sève, et tout ce phénomène que l'on connaît. Mais si on a un petit balcon, ben là, on aura des choses comme ça sur le balcon, on va avoir un rapport très proche avec ce qu'on a mis sur le balcon, etc. Donc il n'y a rien d'indécent à parler de soi presque dans une sorte de comment dire, je suis là, j'ai tout mon temps, je ne sais pas comment m'occuper. Et je passe d'un lieu à un autre. Évidemment, si moi je suis dans un espace qui me permet justement de me déplacer presque dans des univers différents, mais est-ce que c'est ma faute à moi ou c'est la faute au système qui crée et qui pérennise l'inégalité? L'inégalité, moi j'ai peut-être 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, et quelqu'un d'autre peut-être 10 mètres carrés au moins. Est-ce que c'est ma faute à moi directement? Est-ce que c'est indécent que je puisse? Mais pourquoi ce serait indécent aujourd'hui et pas indécent auparavant? Pas indécent. Nous sommes tous des indécents. Nous avons tous des comportements indécents. Parce que nous participons tous à la pérennisation d'une façon ou d'une autre. Et nous sommes quelquefois tous intéressés à la pérennité de ce système. Oui, nous sommes tous fautifs. Pas exactement au sens où nous sommes tous finalement frappés du péché, de cette infamie, cette désobéissance qui est le péché originel, qui est la consommation de fruits défendus. D'accord, on est tous peut-être. Mais là, il s'agit de réalité. Il ne s'agit pas d'une légende, il s'agit de réalité. Nous avons peur du changement. Nous avons peur de la révolution, nous avons peur de la violence, que ce soit la nôtre, que ce soit celle des autres. On n'est pas. On craint de ne plus maîtriser les choses, on craint que les choses dérapent, qu'il se produise un désordre ingérable. On manquerait là, à ce moment-là d'éléments pour vivre. Le ravitaillement serait en panne, etc. Donc,
les inégalités, le combat contre les inégalités, peut-être c'est un combat de tous les jours, mais un combat peut-être de longue haleine, un combat, j'allais dire un peu dans une certaine façon pas très bruyant. Voilà ce que je fais moi pour peut-être par des actions, par des initiatives vraiment de recul. Je construis un habitat, un ensemble dans lequel la notion de propriété disparaît. Et finalement, mon chez-moi est accessible à tout le monde. Voilà. Mon chez-moi, tout ce que j'ai, moi, dans mon privé, ben, c'est une propriété collective. Ben, on peut, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'opposé de l'autre. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quel est réellement, dans la réalité, dans le concret, les sacrifices que je fais, les sacrifices peut-être contraires à mes intérêts sociaux et mes intérêts économiques. Est-ce que je donne? Est-ce que je sacrifie? Je ne sais pas, par exemple, simplement je fais une préparation pour le semoule vraiment qui dépasse les besoins personnels de très loin. Mais je ne peux pas appeler, faire une pancarte à la fenêtre et dire venez monter, partager ce repas gargantuesque avec moi. Je ne peux pas. Parce que justement, on ne doit pas partager. Mais même, moi j'aimerais bien. Le repas, pour moi, c'est le partage. Même si la plupart du temps, toute ma vie, j'ai beaucoup mangé, j'ai vraiment mangé seul. Mais je sais les bénéfices et les intérêts du partage. Et finalement, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Physiquement, on ne peut pas le faire. Mais par contre, demain ou après-demain, on verra. On verra ceux qui vraiment vont changer de comportement et ceux qui finalement ne sont que dans la posture et dans l'affirmation gratuite, l'affirmation facile de s'affirmer finalement pensant différemment de certains et toujours se positionnant dans une sorte de bien-pensance morale. Voilà, moi je suis un être moralement irréprochable et les autres ne le sont pas. Voyez ce qu'ils sont en train de faire. Voyez l'injonction, restez chez vous, c'est une sorte de l'éruption de la morale dans quelque chose. On n'a pas besoin d'une injonction. Pour vraiment, on a besoin de comprendre d'abord ce qui est en train de passer. Pour soi-même, comprendre ce qui est dans notre rapport que nous avons au vivant. Ce rapport qui nous pose problème. Le vivant est multiple et de différentes dimensions. Il y a des vivants, je ne sais pas, moi je me rappelle de cette personne qui ment depuis longtemps, je pense à elle quand même, qui un jour en église, j'imagine, de constitution assez costaud, et qui se fait encorner par son taureau, pas par son bœuf, par son taureau. Donc il s'est fait tuer, je veux dire malheureusement pour lui, et voilà donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié, je me suis fait avoir par l'image du taureau et finalement de ce moment tragique. Fondamentalement, comment dire, la notion, le rapport avec le vivant n'est pas un rapport le plus facile. Nous pouvons être défaits par des organismes que nous ne voyons même pas. Donc, on doit comprendre un peu de quoi il s'agit. Avant de donner des conseils aux autres, d'abord comprendre le vivant. Pourquoi les stratégies du vivant sont peut-être, j'aime dire, aliens, sont extraterrestres, et sont peut-être difficiles à comprendre. Parce que déjà, c'est pas une sorte, il faut être capable de comprendre. Et il y a des choses que peut-être nous ne comprenons toujours pas. En tout cas, soyons plus modestes. Donc le vivant, en comparaison, s'il y a des centaines de milliers de gens qui vont mourir, est-ce que c'est une catastrophe, en fin de compte, pour
pour certains, on pourrait très bien dire, pour la biodiversité, comme l'on dit aujourd'hui pour la pollution, c'est bon. Ça fait moins de pression sur les ressources, ça fait moins de pression sur le climat, ça fait moins de pression sur la biodiversité, ça libère de l'espace, ça libère des emplois, ça libère ceci, ça libère cela. On peut. Évidemment, maintenant, j'ai peur parce que j'ai été un peu, j'ai presque été sanctionné, et puis finalement ça a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. On peut être dénoncé à l'hébergeur du vidéo par quelqu'un qui n'est pas d'accord. Voilà la censure comme ça, qui est son visage. Là, finalement, abat la censure, dans le sens, la censure pour les gens qui font preuve de bonne volonté ne doit pas exister. Si on s'implique de ce que l'on dit, si on essaie d'argumenter, si on avance finalement avec des propositions ouvertes, il n'y a pas une sorte de dogme à défendre, il y a juste à proposer des choses, proposer au débat, proposer à la discussion, proposer à finalement, non pas à la polémique, mais proposer, oui, dans le sens confrontant nos approches, nos sensibilités. Je ne tiens pas tant que ça à mes idées, à mes principes, ce qui pourrait être considéré comme un principe. Je n'ai pas de principe fixe, uniquement le principe directeur, c'est celui de ne pas me fixer, de ne pas rester dans une perception des choses, mais d'être toujours attentif à tout ce qui pourrait, finalement, à toutes les propositions, même si à tous les éveils possible. Éveillez-moi à une autre vision, à d'autres approches, à d'autres perceptions, les vôtres peut-être, ou celles d'autres personnes. C'est donc je parle depuis un moment. Alors, je reste en fait, c'est pour rendre hommage à quelqu'un avec lequel j'ai échangé pendant une heure et quelques, et pour essayer de trouver des échos de ce qui a été dit dans cette prise de parole. Si la personne en question venait à écouter ça, elle va comprendre. Alors c'est un travail de récupération, de réutilisation d'un certain nombre de choses. Et puis, il y a une prise de distance. Il n'y a pas je ne rapporte pas les choses telles qu'elles ont été dites. J'essaie de faire une sorte de me distancer, mais je reste quand même en lien avec ce qui a été dit, malgré tout. Après, je combine plusieurs choses pour finalement finir par proposer cette proposition, justement, arriver à mettre en place ces éléments. Ce n'est qu'une sorte de chose transitoire. Il n'y a pas de, je suis pas du tout sûr de mon propos, je suis pas accroché à mon propos. Mon propos est un propos qui peut être mis à mal, qui peut être finalement déconsidéré ou délégitimé par un autre propos, à condition que notre propos soit un peu dans le même type d'engagement, qu'il y ait de soi, que l'on entend le corps qui s'exprime, le corps qui agit, le corps qui s'investit dans l'argumentation. Un corps, des mots, un esprit, une présence et vraiment la conviction de vouloir donner de soi dans la prise de parole et dans cette prise de risque, évidemment,
lié à ce positionnement, mais finalement, il y a des choses, il y a une réaction, et puis après, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une réaction un peu en chaîne, mais ça ne marche pas. Évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a pas de réaction en chaîne, il n'y a pas je parle et je parle seul. C'est-à-dire que je me parle à moi-même. Donc je suis arrivé un peu à la fin de cette prise de parole qui a duré 1h10. J'ai l'impression qu'elle avait duré plus longtemps. Mais non, c'est juste ça. Simplement, on est toujours un peu... Donc le confinement, voilà, donc j'attends les gens qui vont fonctionner cela, qui vont mettre, comment dire, qui vont entreprendre de façon très, j'allais dire, même esthétiser cela, même en tirer, comment dire, la matière, retirer une matière pour des utilisations très diverses et très variées. Après, la place des chercheurs, la place des enquêteurs, etc., on la connaît, mais c'est les fictionnels, c'est les créatifs, comment ils vont réagir à ça. C'est un moment très intéressant, c'est un moment dans lequel c'est un moment inédit dans l'histoire, ce moment doit finalement susciter une approche très nouvelle aussi, innovante. C'est ça, alors quand on regarde les autres, on se regarde soi-même. C'est pas l'effet miroir, mais c'est l'effet, je sais pas, contre-miroir, contre-reflet, je sais pas. Il y a toujours de soi dans l'autre. Ne serait-ce que parce qu'on comprend le mot de l'autre, donc quelque part, c'est déjà une correspondance. Après le contexte, l'utilisation d'un mot dans un contexte particulier, mais on ne conteste pas le droit à l'autre d'utiliser le mot. C'est juste qu'on dit, qu'on pense que ce n'est pas le bon mot pour le contexte en question. Après, le mot reste valable, reste valide, reste légitime pour d'autres utilisations. L'indécence, voilà, le mot indécence pour moi, dans son origine, voilà comment je l'ai connu, le mot indécence, c'était cette idée qu'il ne fallait pas manger devant les autres, dans la rue, et parce que c'est mon père, et c'était ça l'explication, parce qu'on pourrait leur donner envie, il se pourrait qu'ils aient faim, et à ce moment-là, ça ne fera qu'accentuer leur faim. On mangerait devant eux, c'est comme si, pas on les provoquerait, mais c'est indécent de manger devant l'autre, parce que il y a la possibilité qu'il ait faim. Il faudrait presque, pour manger, il faut demander à tous les gens proches, s'ils n'ont pas faim. À ce moment-là, si tout le monde répond non, on peut manger tranquillement. Après, il y a eu un peu de transport de ça vers les lieux publics. Il y a des endroits où on ne doit pas manger parce que c'est considéré comme une activité salissante. On ne doit pas manger. C'est pas décent de manger dans certains lieux publics, alors j'imagine musées, bibliothèques, etc. De manger dehors. C'est une interdiction, mais pas pour les mêmes raisons. Donc c'est indécent. Oui, ça peut être indécent. Je sais pas, je me rappelle, parce que moi j'y suis intéressé, je me rappelle, il y avait un magasin qui était dans la rue commerciale qui est plus en vue de la ville, et à un moment donné, il avait sorti des choses devant le magasin. Alors il y avait des gens qui passaient, je ne sais pas si le magasin était vraiment un magasin chic ou un magasin pour classe moyenne, etc. Je sais plus. En tout cas, il avait sorti, il y avait quelqu'un qui était a priori dans la rue, je sais comme ça, qui était en train de fouiller. Il y avait des gens qui regardaient.
des gens qui étaient bien mis et qui regardaient. Donc je me suis dit, comme moi aussi j'étais tenté. Et c'est eux, ils regardaient, mais d'un regard un peu, ils auraient envie d'aller fouiller, mais ils ne peuvent pas, parce que prisonniers de leur statut social. Donc, est-ce que s'assurer qu'il n'y a rien de valable dans ces choses sorties dehors? Juste s'assurer que l'on raterait rien. Donc l'indécence, c'est toujours une chose relative. Simplement, les gens qui pourraient faire preuve d'indécence, finalement, ils ne le montrent pas. Ils ne montrent pas leur richesse devant les autres. Ils ne talent pas, ils ne provoquent pas les autres. Ils la font, ça veut dire, ils la font entre eux, dans une sorte d'endogamie, au lieu pour riches. Et les moins riches n'ont pas accès. Donc il n'y a pas de provocation, c'est loin, c'est dans une île, inaccessible par la route, inaccessible, il faut avoir un avion, il faut avoir les moyens. Et puis après, c'est une île privée, c'est des choses. Alors les riches, ils ne montrent plus, ils n'ont plus de comportement indécent, parce qu'ils ne les voient pas. Ils sont indécents presque par tradition. On considère, voilà, c'est indécent. Alors indécent, ça nous ramène à cette légende à propos de Marie-Antoinette et le peuple dans l'île de Brioche. C'est ça. Donc c'est vraiment une légende, évidemment. On n'imagine pas quelqu'un répondre ça, c'est impossible, mais ça a renforcé le mépris. Ça a été politique, ça a été une sorte de mensonge, j'aime bien, un mensonge d'État, mais un mensonge qui a été payant. Voilà, comme aujourd'hui, une fake news, c'est une fausse information, mais pourquoi pas la propagande justifie, finalement le but justifie les moyens. Et si Marie-Antoinette a fait guillotiner, c'était il fallait préparer la sanction ultime infligée à cette personne. Alors, je ne sais pas si elle a mérité, en tout cas, je sais pas. Alors c'est toujours un peu compliqué à juger. Donc finalement, alors je ne sais pas si comment je pourrais finir, comment je pourrais sortir de cette prise de parole sans trop. Je sais pas, je pourrais sortir en disant stop, j'arrête. Voilà, à un moment donné, le virtuel, comme on l'appelle, a pris tellement de place dans nos vies, on ne voyait pas la justification. On voyait que c'était un comportement antisocial, un comportement pathologique, anti-soi-même, finalement, contre ses propres intérêts. Ce n'est pas la peine de posséder tant d'informations, tant de savoir. Le savoir, quelque part, un savoir parmi les plus indispensables, c'est celui de l'existence, finalement de la présence partagée. Ça, c'est un savoir qu'on n'apprend pas dans le livre, qu'on n'apprend pas, qu'on apprend qu'en y allant, on apprend un peu cette conscience empirique, qui est un apprentissage empirique. Il n'y a pas finalement d'enseignement, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de stage, il n'y a pas. Donc, c'est le plus important. Le plus important, c'est de partager évidemment avec des gens qui ont un peu la même perception des choses. C'est dans l'idéal, mais après, c'est de partager. C'est de partager, c'est de pouvoir être regardé, c'est finalement de compter, voilà, d'être à côté de quelqu'un, et ce quelqu'un vous consacre une partie de son temps, vous aussi, mais voilà, 10 minutes, cette personne que je ne connaissais pas est en train de m'entendre, de m'écouter, et voilà, j'oublie une chose, et quelquefois, c'est la surprise, c'est le miracle, ça semble l'intéresser, et voilà, j'ai réussi à faire rire quelqu'un, j'ai réussi finalement à faire naître le désir dans les yeux de quelqu'un, ou à faire naître
une sorte de... voilà, je dois une appréciation. Voilà quelqu'un qui m'apprécie alors, parce que j'ai dit une chose, qui ne me connaît pas. Il me trouve une utilité, il me trouve une sorte de statut supérieur. Voilà, quelqu'un, une considération, c'est ça. Aujourd'hui, donc, dans l'inversion des choses, on est obligé de rester focalisé par la nécessité, focalisé sur le virtuel, sur presque l'abstrait, et bien de l'abstrait. C'est pas parce que finalement on aura visité le mur de quelqu'un qu'on pourra dire je connais cette personne, je connais quelques éléments, même presque de nature très différente. Mais ça ne permet pas de pouvoir tracer un portrait fidèle de cette personne. Non, du tout. C'est pas suffisant. Donc c'est une connaissance très relative, une connaissance tronquée, le terme que je cherchais. Et donc on vit avec des choses tronquées, on se contente des choses incomplètes, inachevées, et finalement voilà, on est frustré en permanence par cette impossibilité d'avoir accès à la totalité de l'être et de ne pas avoir accès à la physicalité de l'être, à son corps, à ses sens, à son attention, à son odeur peut-être aussi. On peut imaginer que ça participe aussi à la réussite d'une communication. Voilà, donc j'ai presque fini, j'ai rajouté ces petites choses pour conclure. Je suis à combien? Je suis à une heure peut-être, à 1h21, c'est déjà pas mal. Alors le confinement se poursuit, moi je suis un peu bloqué, parce que je ne vois pas ma voisine qui est à quelques battements d'ailes, mais je ne la vois pas. Je pense que c'est une fille, mais après, je ne vois pas plus. Donc, je ne peux pas entamer une communication avec elle. Et finalement, je ne sais pas. Je doute. C'est une seule personne qui est en face de moi. Dans l'appartement que j'occupe. Après, dans le salon, je peux avoir accès à plus de gens, mais il y a un peu plus d'espace entre eux et moi. Donc c'est un peu plus éloigné. Là, cette proximité est différente. Le niveau de proximité est différent. Mais bon, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part échanger des propos très ordinaires. Mais après tout, on dit quelquefois l'ordinaire vaut mieux. Quelque part, l'ordinaire nous permet de rester en contact avec la période, je veux dire, la période d'insouciance, la période d'avant la crise sanitaire actuelle. On pourrait dire que c'était le bon temps, où on pouvait être insouciant, on pouvait ne pas être dans la peur. Bien, c'était la vie se passait, il n'y avait rien de très grave. Aujourd'hui, voilà. Donc, finalement, la distance, c'est ça le truc. Il y a la distance de sécurité. Donc, moi, dans cette rue qui s'appelle la rue courte, et qui est, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle la rue courte, puisqu'il y a des rues autres qui sont dans la même longueur, mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'entre les habitations, il n'y a pas beaucoup de mètres, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc il y a la distance de sécurité, alors peut-être 4 mètres, 4 mètres et demi ou 5 mètres, pas plus. Alors on a un peu du confort, on a de la souplesse dans cette distance indispensable à la protection de chacun. Donc vraiment, la distance se fait, plus il y a de la distance, finalement mieux c'est. Moins il y a de prise de risque. C'est assez presque consternant. C'est consternant à quel point les choses. Mais parce qu'il y a la distance physique,
mais il y a la distance, j'allais dire, symbolique, la distance psychique, la distance sociale, la distance relationnelle, et c'est celle-là qu'on avait appris finalement à craindre que les autres installent trop de distance et qu'ils font tout pour maintenir cette distance. Alors c'est pas la distance de sécurité classique, c'est vraiment la distance d'éloignement. Ne viens pas dans ma sphère de vie, n'empiète pas sur mon espace de vie, tiens-toi le plus loin possible. Donc tu disparais, tu sors de ma sphère, tu sors de mon champ visuel. C'est ça. Je rajoute, c'est d'arriver à 1h30. Je ne sais pas si je vais arriver à 1h30. En tout cas, nous voyons émerger, peut-être pour l'instant, on est au début, à des comportements un peu bizarres. Alors, commenter ce que font les autres n'est pas du tout un exercice pour finalement, pour essayer de se mettre en valeur, pas ricocher. Non. En aucun cas. En aucun cas. C'est uniquement pour dire à l'autre, fais attention. Si tu prends pour ce que tu n'es pas. On n'est pas dans le procès, on n'est pas dans finalement, dans la chasse aux sorcières. On n'est pas dans la désignation de ceux qui sont moralement irréprochables et ceux qui ne le seraient pas. Alors une personne qui se retire chez elle, et respecte finalement cette injonction, elle n'échappe pas à la critique. Je me retire chez moi, et finalement ma liberté, c'est de pouvoir commenter cela comme quelque part, de pouvoir cette liberté en commentaire, et dans le rapport à ce fait. Tu ne dois pas, tu m'imposes déjà une contrainte, tu ne dois pas rajouter une deuxième couche de contrainte, une troisième, etc. Ma liberté, finalement, je ne fais rien, je ne nuis pas tes intérêts. J'exprime une sensibilité, j'exprime un rapport aux choses, tout en restant dans le cadre fixé par la bienséance, par, finalement, je ne pense pas compléter sur quoi que ce soit. Je ne fais pas preuve, si j'ai fait preuve d'indécence, c'est involontaire, je m'en excuse. Ben, encore faut-il qu'il y ait réellement ça, réellement il y a eu de l'indécence. Voilà donc un glissement qui pourrait nous interpeller, un glissement vers finalement une sorte de comportement, un peu d'exclusion. Voilà un terme que je reprends le terme. Soyons vigilants. D'abord, balayons devant nos portes avant d'aller demander quoi que ce soit aux autres. D'abord, faisons ce qu'il y a à faire à notre niveau. Et finalement, si chacun faisait d'abord s'occuper de son propre jardin, de son propre de ce qui est dans sa propre responsabilité à lui, peut-être qu'on va tous finalement s'en sortir. Après, ce n'est pas la peine d'aller voir ce que fait l'autre, de dénoncer l'autre, de guetter les infractions, de guetter le comportement asocial de l'autre. Soyons un peu, voilà, donc la socialité revient de nouveau, alors la sociale, voilà, c'est comme ça. C'est comme si on avait attendu la bonne opportunité pour finalement remettre en fonctionnement certains rapports à l'autre. Alors la sociale, le vagabond, l'étranger, l'oisif, le riche, peut-être ceux qui sont dans un certain positionnement social, l'élite, les gens qui sont dans les sphères, le monde, c'était les banquiers d'une certaine confession, etc.
finalement les complots communistes, etc. Donc, faisons attention à ce que finalement à ce qu'on ne verse pas dans le procès à l'autre et dans la volonté de la mise à mort de l'autre, la mise à mort sociale, la mise à mort symbolique de l'autre. Voilà, j'ai fini, j'ai atteint 1h30, c'est beaucoup. Merci à vous si vous m'avez écouté. Donc, contribuez, si vous le voulez, vous aussi, avec vos mots et avec votre motivation. Car l'enfant et la motivation, il faut vivre du soir pour produire de la parole pendant 1h30. J'ai peut-être perdu un quart de kilo, peut-être pas beaucoup, c'est pas beaucoup. On perd de sa substance finalement en produisant du sang, en produisant de l'eau, peu importe, même si la production après le jugement, il y a la quantité après évidemment toujours la qualité c'est autre chose, après ça dépend, c'est un jugement qui est propre à chacun, un jugement esthétique, un jugement c'est comme ça. Faites ce que vous voulez, jugez les choses comme vous voulez, c'est votre liberté, vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais essayez d'écouter, peut-être d'avancer dans l'écoute, écouter pendant une demi-heure, 20 minutes, 40 minutes, pas une heure et demie, parce que c'est long, et accélérer peut-être le début, ça permet de raccourcir. Mais voilà, soyez un peu plus donnez de vous, parce que moi j'ai donné de moi, et soyez un peu dans une sorte de réciprocité.